pense que c'est très clair. Dans cet épisode, nous avons eu le droit au dernier moment de tranquillité pour les héros. À partir de l'épisode numéro 6, beaucoup de choses vont être mises en jeu, et ce, pour les deux camps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui on va parler de l'épisode numéro 5 de cette saison 7 de My Hero Academia. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Comme je le disais dans la précédente review, on s'attendait tous à un épisode plutôt calme, c'est d'ailleurs ce qu'on a eu sans trop de surprises. Cependant, je pense que nous sommes tous d'accord, dans le reste des épisodes, il risque d'y avoir pas mal de remue, si on se base bien sûr sur la fin de l'épisode 5. Comme on pouvait s'y attendre, notamment grâce à la preview de l'épisode 4, nous avons dans ce nouvel épisode pu rapidement profiter de quelques flashbacks sur la vie passée de Toga et Miko. Une Toga qui a décidé, juste avant que la bataille ultime contre les héros commence, d'aller faire un tour dans la maison de son enfance. Une enfance qui n'était clairement pas facile, et cela est sans doute dû à son alter qui, comme énormément de personnes depuis l'apparition des alters, sont mis à l'écart car incompris. Après, faut avouer que son histoire sur le rêve qu'elle faisait étant petite quand elle voyait une hirondelle danser sur son ventre puis lui picorer le ventre était quand même assez glauque. En fait, à chaque fois je me dis que ce personnage n'est pas si cinglé que ça, on nous montre une scène pour me contredire. Mais ce qui m'intrigue le plus chez Himiko et que je n'arrive pas à savoir concerne en fait son comportement. Je me demande si c'est son alter qui l'a rendue folle ou si son alter n'a rien à voir avec cela et qu'en fait ça vient plutôt d'elle. Mais bon bref, dans tous les cas, si elle est revenue dans un endroit tel que celui-ci, un endroit qui lui rappelle sa vie passée, c'est pour une bonne raison. Elle sait très bien que la bataille qui l'attend est décisive et qu'elle peut très bien ne pas en ressortir vivante. Elle a en quelque sorte fait la dernière chose qu'elle voudrait faire si elle venait à mourir prochainement. Ensuite, en sortant de son ancienne maison, Crématorium est là pour l'accueillir et il va lui demander si elle est prête pour ce qui s'apprête à arriver. Cette discussion va découler sur un élément que je trouve très intéressant, il s'agit du rôle que va jouer Himiko dans la bataille. Comme vous le savez, son alter est un réel point fort pour l'Alliance. Le fait de pouvoir se métamorphoser en quelqu'un d'autre et pouvoir utiliser son alter est une caractéristique plus qu'intéressante, car comme on a pu le voir durant le stage pour la licence semi-pro, Himiko peut s'infiltrer n'importe où. Par contre, il faut bien se rappeler que cet alter ne fonctionne que si Toga aime sincèrement la personne dont elle va prendre l'apparence. Dorénavant, nous savons que Crématorium a un plan qu'Himiko devra suivre à la lettre, car il va nous apprendre que juste avant que Gigantomachia piétine la zone dans leur dernier affrontement contre les héros, il avait en fait pensé à prendre un échantillon sur une dépouille, et cette dépouille était celle de leur défunt camarade Twice. En effet, Crématorium semble avoir un plan et il veut utiliser la technique de Twice, le défilé des hommes tristes. C'est d'ailleurs pour éviter que cette technique soit utilisée par l'ennemi que Hawk s'était démené pour neutraliser Twice dans la saison précédente. Et donc tout cela est désormais du tout cuit étant donné qu'Himiko et Twice étaient très proches. En attendant, Spinner lui assiste à la souffrance de son chef qui récupère les pouvoirs qu'il avait perdus durant son dernier combat. Spinner qui, je le rappelle, devra endosser le rôle de symbole des hétéromorphes qui jusque-là étaient restés dans l'ombre, hétéromorphes criminels qui donc détestent les héros et le gouvernement. Une haine dont va se servir l'Alliance et le Front de Libération qui se sont d'ailleurs déjà occupés de les recruter. Sauf que Spinner ne semble pas vraiment vouloir être ce symbole et il est vrai que depuis le début de l'œuvre, il n'a pas fait grand chose. J'ai l'impression que Spinner se fait un peu embarquer dans toute cette histoire et qu'il ne peut plus vraiment reculer. D'ailleurs, lorsque Skeptic va lui demander de lancer le signal en appuyant sur la gâchette, on sent que Spinner n'a pas vraiment envie de le faire, il va même dire que de toute façon, son avis de sous-fifre n'a aucune importance. Tout en écoutant les paroles d'All for One et en voyant la détermination de Shigaraki, Spinner va prendre la gâchette et va s'apprêter donc à lancer le signal aux émeutiers. Par contre, sur le moment, j'ai eu une idée sur ce que pourrait être la suite, par contre c'est sans doute faux, alors au pire prenez ça comme un futur alternatif. En gros, au vu des nombreux doutes de Spinner sur ce qu'il devait faire, plus le fait que dans cet épisode on décide de ne pas nous montrer le déclenchement du signal qu'il est censé faire, et si à cela on y ajoute les paroles combinées d'All for One et de Spinner, lorsque le premier disait par exemple « Nous avons tous l'occasion de devenir un héros » et Spinner qui disait « Je fais ça pour toi Shigaraki », j'ai l'impression que Spinner pourrait peut-être trahir son camp. Si j'explique point par point, vous allez voir que tout cela semble assez logique. Pour ce qui est des doutes de Spinner, il n'y a pas grand chose à dire à part le fait qu'il est clair qu'il sait qu'après ce qu'il aura fait, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Surtout que tout ce qu'il a fait jusque-là va à l'encontre de la volonté de celui qu'il avait décidé au départ de prendre pour exemple, donc Stain. D'ailleurs, le fait de nous montrer le parallèle entre les deux m'a aussi poussé à avoir cette idée. Les paroles d'All for One sont aussi assez louches, mais après elles coïncident avec ce qu'il disait précédemment, notamment sur le fait que les hétéromorphes avaient trouvé leur symbole quand Spinner a été révélé au grand public. Mais on peut aussi comprendre cette phrase sans sens caché, et il est vrai que tout le monde a l'occasion un jour de devenir un héros, et si par exemple il n'appuie pas sur la gâchette, ce sera le cas. Et pour en revenir à la dernière phrase de Spinner durant cette scène, elle aussi pourrait avoir deux sens. En effet, il pourrait très bien dire « je fais ça pour toi Tomura » dans le sens où il veut aider son chef à atteindre son objectif initial. Ou alors « je fais ça pour toi » et trahit donc son camp pour finalement sauver son chef, ce qui fera donc échouer le plan d'All for One selon lui, et il perdra donc contre les héros
héros et cela libérera Shigaraki de l'emprise d'All for One. Et là, ce serait un vrai sauvetage. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais cette idée m'est venue à un moment très particulier. Ce moment était celui où Spinner entendait puis voyait Shigaraki souffrir, on a tous clairement vu qu'il était inquiet pour lui, et qu'à la base il se déplaçait dans sa direction pour lui venir en aide. On est d'accord que ça c'est censé être un comportement de héros et pas de vilain. Mais bref, vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. En attendant, au sein de UA, les espions commencent sérieusement à entrer en jeu, même si on apprend qu'ils étaient déjà entrés en action depuis un moment. C'est d'ailleurs eux qui se sont chargés de nourrir le sentiment de méfiance qu'avaient les civils envers Izuku et sa présence au sein de UA, un plan qui a donc été, je le rappelle, déjoué par Ochako. Du côté des héros, après être rentrés de leur recherche du Front de Libération et de l'Alliance, All Might les rejoint accompagné du principal de UA et de Tsukaoshi pour les informer de quelque chose de très important. Ils sont là pour révéler aux élèves le plan pour la bataille qui les attend prochainement. Je rappelle que le but de la stratégie est d'être le plus discret possible au vu des nombreux espions que possède All for One. Et même si on nous a toujours pas révélé le déroulement du plan ainsi que le rôle de chacun, on comprend que tout avait commencé dès le lendemain matin de la divulgation du plan de la part d'All Might, du principal et donc de Tsukaoshi aux élèves de la seconde A. Plan qui semble commencer par une annonce générale pour l'ensemble des réfugiés où ils apprennent, grâce aux efforts des héros et de la police, que Shigaraki devrait reprendre son carnage dans 4 jours. Et donc, pour assurer leur sécurité, ils les informent que l'état d'urgence sera déclaré à UA dans 4 jours, ce qui impliquera la mise en place de défenses renforcées, ainsi que la restriction de mouvement dans l'enceinte du lycée. Ensuite, le plan consiste à faire savoir aux espions d'All for One que les élèves de UA, et plus précisément Izuku, allaient s'isoler en dehors de UA. Comme vous le savez, ceci est le seul moyen de faire sortir All for One de sa cachette, le but étant de l'attirer dans un piège dont il ne pourra pas s'en sortir. Les élèves quittent donc UA pour un autre endroit situé à 30 km plus loin, dans une forteresse qu'ils ont appelée 3. C'est d'ailleurs au sein de cette nouvelle forteresse qu'Izuku va prendre le temps de remercier Ochako pour ce qu'elle avait fait dans la saison précédente. Mais durant cette scène, le plus important pour la suite des événements ne concerne en rien ce qu'elle avait fait précédemment, le plus important réside dans ce qu'elle a ressenti lorsqu'Ochako avait combattu Himiko lors de son dernier combat contre celle-ci. Cela va d'ailleurs venir confirmer ce que je disais dans mes dernières reviews, même si en soi, cela semble assez logique que lors de la bataille finale, Ochako donc affronte Himiko, Shoto Crématorium et Izuku Shigaraki. Mais bref. Donc Ochako va faire part à Izuku de son intention de chercher à comprendre Himiko, malgré le fait qu'elle soit un ennemi déclaré. Elle veut en fait en apprendre plus sur elle et essayer sans doute de comprendre pourquoi elle est devenue comme ça pour peut-être essayer de la sauver. Évidemment, cette volonté qu'a Ochako coïncide totalement avec celle d'Izuku qui lui a vu que ce qui se cachait au fin fond de Shigaraki était finalement un enfant en détresse et lui aussi son but est en quelque sorte de le sauver. Et pour finir, cette volonté va aussi se manifester chez Shoto Todoroki qui lui va devoir affronter son grand frère. Quand Tenya, Kirishima et Bakugo ont questionné Shoto sur son ressenti, celui-ci leur a très bien fait savoir qu'il avait l'intention de faire connaissance avec son frère. Du moins, il va essayer de le raisonner et de lui parler. 3 jours après le départ des élèves de UA, nous retrouvons All for One qui nous apprend comment il s'y prend pour savoir si quelqu'un cherche à lui mentir. Il faut savoir qu'All for One perçoit immédiatement la moindre hostilité à son égard et il semble que cette capacité, il la doit à un alter qu'il avait volé il y a très longtemps. Nous aurons durant cette scène l'occasion de voir All for One répondre à l'appel de la mère de Yuga Aoyama qui va lui donner l'emplacement de son fils afin qu'il puisse attaquer Izuku et lui dérober le One for All. Ce qui est chelou, c'est que comme vous le savez, les Aoyama sont en train de piéger All for One alors que lui ne sent aucun mensonge ni aucune hostilité et ils vont finir par fixer un rendez-vous pour que le fils Aoyama lui amène Izuku Midoriya. Afin de prendre un maximum de précautions, All for One va quand même se servir de l'alter recherche pour savoir s'il n'y a pas de héros à proximité qui lui tendrait un piège. Le jour J est arrivé, Aoyama fait venir Izuku et c'est ainsi que va débuter le scénario qu'ils ont mis en place pour berner All for One et donc l'attirer jusqu'au bout en le forçant au passage à ce qu'il fasse venir tous ses alliés. Durant ce scénario, on sent qu'Aoyama a répété un discours travaillé, on sait pas s'il vient de lui-même ou s'il a été donné par quelqu'un. Celui-ci va donc précisément révéler ce sur quoi se base son chef, donc All for One, pour mettre la main sur le Japon et in fine sur le monde. Et c'est là que Yuga va nous expliquer le véritable objectif du roi du mal. Yuga, dans son explication, va soulever des problèmes qui existent et qu'on a déjà connus dans le monde réel. Il va apprendre à Izuku que le problème qui cause la chute du Japon dans le monde, c'est principalement la crise économique qu'elle subit, avec le yen qui chute, les entreprises japonaises qui enchaînent les faillites, plus les vilains qui s'excitent. Cela a donc créé une panique générale, sans compter le fait que le chômage est en hausse et que plus personne ne fait confiance en la valeur de l'argent. Sans mesures drastiques à long terme, le Japon sera abandonné, ceux qui pourront quitteront le pays, s'assurant donc leur sécurité à court terme, plutôt que de vivre une guerre civile. Les autres pays du monde qui seront forcément impactés par la crise qui touche le Japon se concentreront sur leur sécurité et s'isoleront. Ainsi, lorsque d'autres crises majeures apparaîtront, comme le manque d'eau, d'électricité, de gaz ou autre, quelqu'un devra endosser le rôle de sauveur du monde. Et All for One prépare le terrain depuis très longtemps pour être ce sauveur. Quand la crise de l'eau viendra, il causera l'apparition d'un alter capable de créer de l'eau, idem pour le gaz et pareil pour l'électricité. D'ailleurs, on en connaît déjà un capable de faire ça. Et donc, dans un monde chaotique qui tombe en ruine, All for One sera le
seul capable de régler tous les problèmes. Il deviendra l'homme qui domine cette planète, un vrai méchant. Mais avant qu'All for One puisse accomplir cet objectif, il doit réunir la dernière pièce du puzzle en récupérant le One for All. C'est après cette explication qu'All for One fait son apparition dans le dos de Hyuga, et après avoir discuté avec les deux jeunes garçons, Hyuga va attaquer le roi du mal par surprise, ce qui va lui faire comprendre qu'il a été trahi. Mais lui-même va se demander comment cela a pu arriver, car quand il a discuté avec lui et ses parents, il n'a ressenti aucun mensonge ni aucune hostilité. Peut-être que les héros ont trouvé un moyen de faire en sorte qu'All for One ne ressente rien, mais je me demande comment ils ont su que leur ennemi possédait un tel pouvoir. Aurait-il aussi des espions dans le camp des ennemis? Peut-être Spinner? En vrai, pour l'instant, c'est un mystère. Dans tous les cas, Izuku est en face de lui et c'est tout ce qu'il voulait. Il va donc faire apparaître dans la zone tous les membres du Front de Libération ainsi que de l'Alliance, persuadé que le détenteur du One for All est isolé et complètement seul. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas le cas, et grâce à la combinaison de deux alters, l'ensemble des héros professionnels ainsi que les élèves vont faire leur apparition sur le champ de bataille. Pour ceux qui n'auraient pas compris comment les héros ont fait pour utiliser l'alter de Black Mist, c'est assez simple, et non, Black Mist n'a pas rallié le camp des héros, même si ça fait longtemps qu'il s'est fait capturer. Les héros se sont plutôt servis de l'élève de la seconde B de Yue, donc Naito Monoma. Je le rappelle, il possède l'alter copie, donc son alter lui permet de copier et d'utiliser l'alter de la personne qu'il touche. Il peut faire ça pendant 5 minutes et a un accès complet pouvant l'utiliser comme il le souhaite. Il faut savoir qu'il peut copier plusieurs alters en même temps, mais il ne peut pas les utiliser simultanément. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse, et comme je le disais, c'est donc grâce à Naito que les héros ont pu apparaître, et il est clair que la bataille va être ouf. L'épisode se termine sur cette dernière image, et il semble maintenant évident que cet épisode était vraiment le dernier à être tranquille avant que la bataille commence. D'ailleurs, on voit dans la preview que la rigolade est terminée et que maintenant, il est temps de séparer les ennemis pour les vaincre une bonne fois pour toutes. Même s'il est vrai que les deux derniers épisodes étaient plutôt tranquilles, on a quand même eu le droit à de grosses révélations, et là je veux parler du futur rôle de Spinner, du plan de Crématorium et de l'importance qu'a Toga et Miko pour sa réussite, et bien évidemment je veux aussi et surtout parler des objectifs d'All for One qui nous ont été révélés jusque là et qui clairement donnent vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans le futur de l'œuvre pour les héros mais aussi pour les vilains.